Bonjour à tous et à tous. Je suis Nuno Vassal, ici le directeur de la délégation en France de la Fondation Gulbenkian. Et c'est pour nous un grand honneur vous accueillir et surtout l'invité de cette soirée, de cette présentation d'œuvres, Lydia Georges. Pardonnez-moi. Et je veux seulement donner deux mots de l'importance du jour que nous sommes aujourd'hui et l'importance de notre invité, de notre acteur. Aujourd'hui, c'est une date un peu fatidique dans l'histoire récente de l'humanité, avec 61 de golpe du Chili et 21 de terroristes de Al-Qaïda aux États-Unis, qui sont toutes les preuves en opposition, l'intolérance, la violence, le silence, toute l'opposition de l'autrice de Madame Lydia Georges, son travaux, son œuvre, que nous donne toujours pour nous, au Portugal et hors de Portugal, en des visions plus claires de la pensée, de l'actualité. Et ça, ils sont nouvelles et l'intérêt grand du public. Et c'est pour moi, personnellement aussi, un honneur énormément. Et pour toute l'équipe, je vous remercie à l'équipe de la bibliothèque. Ici, il y a des éditions métaillées pour le défi de cette présentation. Et les deux membres du panel, Madame Isabel Monteiro Rodrigues, Madame Marie-Madeleine Rigopoulos, pardonnez-moi, pour accepter d'avoir cette belle présentation dans le tour des activités de la mission de notre délégation en France. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur, pour ces mots. Vous m'entendez? Bon. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité. Nouvelle semaine, nouvelle rencontre à la bibliothèque de la Bibliothèque Gulbenkian, une fois de plus ici à la Fondation Maison Sciences de l'Homme, que nous remercions pour son généreux accueil. Ce soir, nous avons l'honneur, comme ça a été dit, et le plaisir d'accueillir l'écrivaine portugaise Lydia Georges pour la présentation de son dernier roman Misericórdia, traduit par Elisabeth Monteiro Rodrigues, qui participe aussi à cette présentation, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Misericórdia est paru récemment aux éditions Métaillées, que nous saluons chaleureusement en la présence de Nicolas Rodrigues Galvis. Et pour animer cette rencontre et débat, la journaliste Marie-Madeleine Rigopoulos. Un grand merci à toutes les trois. Également, un grand merci à Corinne Solneron de la librairie portugaise. Comme vous savez, Lydia Georges est l'une des voix les plus importantes des lettres portugaises de renommée internationale. Misericórdia est son dernier roman. Dernièrement, au Portugal, ce roman a remporté le Grand Prix du roman de l'Association portugaise des écrivains et en France, plus récemment, le prix Transfuge 2023 du meilleur roman lusophone lui a été décerné, ainsi que le prix des lecteurs de la librairie au bord du jour. Quant à Elisabeth Monteiro Rodrigues, traductrice littéraire, elle traduit notamment l'œuvre de l'écrivain mozambicain Mia Couto depuis 2005. Elle a été lauréate du Grand Prix de traduction de la ville d'Arles en 2018 pour le roman de la famille de l'écrivain portugais Valério Romão. En 2019, elle a bénéficié d'une résidence de traduction à la Fondation Jan Michalski pour Les Sables de l'Empereur de Mia Couto, aussi avec un prix Jan Michalski. Quant à notre journaliste, elle a été successivement directrice de la programmation du Salon du Livre de Paris, commissaire générale du livre sur la place à Nancy et directrice artistique du Festival du Livre de Paris. Elle anime régulièrement des rencontres à la Maison de la Poésie, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, et dans plusieurs grands festivals littéraires comme Étonnant Voyageur à Saint-Malo, Époque à Caen, Atlantide à Nantes et la Fête du Livre du Var. Après la présentation du roman, un temps sera réservé aux questions du public. Vous pouvez vous procurer également le livre auprès de Corinne et le faire dédicacer. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très belle rencontre et merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, bonsoir à toutes et à tous. C'est un
plaisir, j'allais dire un honneur, mais avant tout un plaisir d'être ici avec vous, Lydia Jor, pour parler de votre nouveau livre Miséricordia, qui nous emmène sur un territoire qui nous appartient à tous, celui de la vieillesse, mais aussi d'une certaine jeunesse, perdue ou pas, nous le verrons au cours de cette conversation, pas complètement perdue. La jeunesse est là, très présente, au cœur de la vie, de ce quotidien d'une vieille femme dans l'hôtel Paradis, comme on l'appelle, qui ressemble à une maison de retraite, une maison de soins pour personnes âgées. Vous nous emmenez à la rencontre d'une femme dont la tête est pleine de poésie, de souvenirs, de tendresse, d'humour, et nous allons en parler tout de suite. Si vous le permettez, juste un petit paragraphe qui nous permettra de rentrer dans le vif du sujet, au tout début du livre, archive 210B. Les textes qui suivent correspondent à la transcription d'une archive audio d'une durée de 38 heures contenant les témoignages de Maria Alberta Nunes Amado, enregistrés entre le 18 avril 2019 et le 19 du même mois de l'année suivante sur une Olympus Notecorder DP20. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un document, d'un reportage ? Il semblerait que les choses soient plus complexes que ça, et j'aimerais justement qu'on aborde l'entrée dans ce livre, dans ce roman, chère Lydia Georges, par la manière dont ce livre est venu, s'est imposé à vous, et où est-ce que vous êtes allé chercher ce personnage de Maria ? Merci Marie-Madeleine, et merci à tous et à toutes d'être venus. Merci pour les paroles de monsieur le directeur de cette maison, de la Fondation Gulbenkian. J'ai connu plusieurs directeurs de cette maison merveilleuse qui nous a soutenus du point de vue culturel en France. Alors, c'est très bon de vous rencontrer ici en tant que directeur de la Fondation Gulbenkian à Paris. Merci. Et je dois aussi remercier à Christine Costa, à qui je disais avant toujours Isabelle. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Mais non, c'est Christine. Depuis 10 ans, je dis correctement Christina Costa. Elle est devenue mon amie, alors je crois qu'une partie de cette invitation provient de cette amitié, évidemment. Et sa collègue aussi. D'ailleurs, je veux dire que je vois ici des amis. Alors, je pourrais peut-être nommer presque l'un par l'un les personnes qui sont ici. D'ailleurs, c'est en général ce qui arrive à la Fondation Gulbenkian ici à Paris. On trouve toujours les amis qui sont égarés et après viennent. Et évidemment, je suis contente d'être à côté de Marie-Madeleine pour tout. Pour son nom, pour son ouvrage, et évidemment à cette traductrice merveilleuse qui est Elisabeth Monteiro Rodrigues. Je suis très contente et enfin, finalement, je réponds à Marie-Madeleine. Vous m'avez posé la question Alors, s'agit-il d'un reportage, d'un documentaire ? Il semblerait évidemment que non. Oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait la rencontre de ce personnage, Maria ? Évidemment, vous me posez la question de la classification de ce livre. Ce livre est classifié en tant qu'un roman. Je veux dire que ce n'est pas vraiment faux parce qu'il s'agit vraiment d'une fiction. Pourtant, il faut dire que là-dedans existe un journal intime, existe de la chronique, existe un peu de l'histoire du monde contemporain du point de vue sociologique, existe surtout des parties biographiques d'une femme à partir de la dernière année de la vie d'une femme. Il existe aussi quelques pages, quelques petites parties autobiographiques que je ne voulais pas qu'elles y soient. Elles y sont seulement pour répondre, pour montrer le climat psychologique du personnage principal. Mais je crois que c'est surtout un livre qui est, à mon avis,
un hommage à la vie, une ode à la vie, quoique sous des pages qui sont, qui sont tristes, qui sont élégiaques. Il y a des pages élégiaques, mais elles sont surtout des pages de ode à la vie. Ce livre, de mon point de vue, j'ai voulu faire hommage à la vitalité, au sens de la vie qui ne termine pas par la maladie et la faim, et aussi par l'association entre ceux qui vont partir et ceux qui maintenant sont jeunes. Parce que ce n'est pas un livre, je crois, sur la vieillesse. C'est un livre sur le combat, sur la résistance, où les jeunes sont partie intégrale. Les jeunes, ces jeunes-là sont mis de côté de la société autant que les personnes âgées. Les jeunes dont vous parlez, c'est notamment les jeunes qui travaillent à l'Hôtel Paradis dans ce roman et qui vont échanger avec Maria, et Maria va les observer avec le regard, alors évidemment c'est un peu facile, mais avec le regard de la sagesse, c'est-à-dire de la distance, de celle qui a beaucoup vécu, sans commenter, sans juger. Il y a cette rencontre entre celle qui a beaucoup vécu et les jeunes qui se débattent encore avec une vie souvent qui les dépasse. Oui, bien sûr. Ça, c'est important et correspond dans la part où le livre reproduit une réalité. Cela fait le portrait d'une situation que moi-même dont j'ai été témoin. C'est que les personnes âgées qui semblent en général aux jeunes et aux personnes qui ont une activité complète être une autre humanité, ils ne sont pas une autre humanité. Ces gens sont la même humanité, d'ailleurs pas amoindris. Parfois, il y a ceux qui sont amoindris, mais en général, ils ont les sentiments, les désirs, la mémoire, le désir de quelque chose du futur est agrandi, au contraire de ce que l'on pense. Pourtant, ils sont mis à côté parce que la vie les fait comme pas productifs. Ce sont des marginaux. Alors, sont vus en tant que marginaux très chers. Et en même temps, ils sont soignés par des jeunes qui viennent de toutes parts. Ils sont des immigrants, des personnes qui ont traversé des kilomètres et kilomètres de la terre pour venir travailler et qui sont aussi des marginaux. Marginaux et résistants à la férocité de la vie et qui, dans ces maisons-là, travaillent beaucoup, on leur demande beaucoup de soins, beaucoup de patience, beaucoup de capacité de travailler avec des gens qui ont d'autres mouvements, qui ont d'autres habitudes, et pourtant ils sont très mal payés, ils sont exploités, c'est le mot. Et alors ça est très intéressant de voir que ce sont des marginaux devant des marginaux. Et c'est ça que fait que cette maison-là, à mon avis, c'est une maison fermée, mais en même temps ouverte à tout le monde. Elle est fermée par les murs, mais en même temps, tous les ébranlements de la terre et de la société, ils sont représentés. Alors, je crois que j'ai répondu à votre question. Pour cette femme-là, elle voit dans ces jeunes une partie de sa jeunesse même. Et elle ne juge pas, elle accepte. Dans une certaine forme, elle est conservatrice. Sur la maternité, elle a des idées un peu à l'ancienne. C'est une femme de son époque à elle, c'est pour ça. Évidemment, c'est une femme de son époque. Mais en même temps, elle est ouverte et elle trouve même une jeune fille qui est le miroir de sa vie. Alors, il y a une jeune fille qui, à la fin, est enceinte. Elle voit contre le soleil de l'après-midi, elle voit le ventre rond et elle se souvient qu'elle-même a fait la même chose, a choisi
l'enfant sans père, seulement pour avoir une compagnie. Alors, elle voit dans les autres, pas seulement dans cette jeune fille, mais sur le visage des autres, la vie à elle-même. On va y revenir. Je voudrais juste poser une question à Elisabeth, assez simple, puisqu'on est aux prémices du roman. Qu'est-ce que c'est que ce roman? Qu'est-ce que ça représente? Et qui est ce personnage? Vous, d'abord, avant d'en être la traductrice, en tant que lectrice, qu'est-ce qui vous a particulièrement séduit dans ce texte? C'est l'expérience, enfin, c'était la traversée d'une existence, en fait, avec... dans toutes ses dimensions, intimes, politiques, de désir. Enfin, c'est ça qui m'a... C'est d'ailleurs assez vertigineux, en fait, effectivement, tous les thèmes qui sont abordés dans le livre. Et justement, l'un des défis de la traduction, enfin, l'une des choses très particulières, c'était d'essayer de recréer en français donc la voix de Mary Albert. C'était ça qui a été le vrai défi, parce qu'au début, j'étais en plus extrêmement intimidée, parce que je savais qu'il y avait une dimension biographique, autobiographique. Et donc, moi, évidemment, je ne pouvais pas entendre la voix de la mère telle que Lydia l'entend, bien sûr. Et donc, il y a eu tout ce cheminement pour essayer de construire et de créer cette voix en français. Et donc, mais peut-être que je réponds pas. Si, c'est tout à fait. Et la question de la voix est intéressante parce que de toute façon, le sentiment qu'on a aussi, c'est de se dire, mais déjà, il faut la créer en tant qu'écrivain, c'est-à-dire trouver la sonorité juste de cette femme, parce que même si, comme vous le disiez, Lydia Georges, il y a des éléments autobiographiques, mais ça ne suffit pas. C'est quand même un personnage romanesque, donc il faut trouver la mélodie, le ton juste de cette femme pour qu'elle soit à la fois cohérente, avec ses incohérences dues à son âge, mais quand même cohérente, pour trouver sa sensibilité, pour comprendre cette voix-là qu'évoque Elisabeth, qui est si complexe à traduire, justement. Elle a résonné comment en vous? Comment est-ce que vous l'avez trouvée? Vous vous êtes laissé porter par une intuition? Vous vous êtes calqué sur peut-être votre mère? Comment avez-vous trouvé le ton de ce personnage? Bon, j'ai tellement parlé déjà de cette situation que j'ai presque honte de répéter. Mais c'est vrai que, ma mère est partie dans une situation très particulière. Pendant le début de la pandémie, quand on ne savait pas comment soigner les gens, quand les médecins infectés allaient aux hôpitaux pensant qu'ils étaient généreux, et alors, ils infectaient tout le monde sans savoir comment se comporter. Alors, on était complètement troublés à cette époque-là, n'est-ce pas? Et alors, je parle de ça parce qu'il s'agit d'une situation très particulière qui a abouti à ce livre. La maison de la résidence où ma mère était, ça a été la première infectée au sud du Portugal. Personne ne savait pas que faire. Et elle m'a demandé d'écrire un livre avec ce titre. On pourrait parler peut-être de ça un peu plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est morte après 40 jours d'absence sans la voir. Et les seules choses qu'on m'a données de sa vie après sa mort, ce sont deux types de choses. Parce que les autres objets, le linge, tout est disparu. Un petit sac où elle avait de petites feuilles pour écrire. Elle n'était pas écrite déjà. Mais il y avait des petites feuilles et un crayon. Ça veut dire elle voulait faire noter les derniers jours de sa vie. Elle n'a pas été capable, mais elle a essayé. Et d'autre part, on a gardé, elle avait sur son corps, à ce moment, et elle n'avait rien d'autre, ses bijoux. Ses bijoux, je dirais plutôt ses bijouteries. Seulement une était en bijoux vrai. Elle avait le collier en perles, ses boucles d'oreilles
et la bague, une bague avec la pierre bleue. Et quand on m'a donné cela, quelques jours après tout ce qui s'est passé, elle qui m'avait commandé d'écrire un livre qui puisse s'appeler Miséricordia et qui, à mon avis, était quelque chose d'impossible d'écrire, un livre qui s'appelait Miséricordia, un nom tellement religieux, tellement dramatique, tellement solennel, tellement ambitieux. Alors j'ai compris que ces éléments qu'on venait de me donner, ils étaient suffisants pour que je commence à écrire ce livre. Ça veut dire, les bijoux signifiaient la volonté de s'embellir qu'elle a eue jusqu'à la fin. Elle disait toujours qu'on n'est pas des animaux, on doit s'embellir. Alors, c'était des conseils qu'elle donnait à sa fille contrairement à ce que sa fille faisait. Et alors, elle a lutté pour l'aspect, pour une formule de beauté, n'est-ce pas? Et ça était merveilleux de voir qu'à la fin de la vie, elle avait ces bijoux. Et après, il y avait aussi ces petites feuilles qui voulaient dire « je veux écrire ma vie ». Avec ces éléments, j'ai compris que j'avais la voix. Et la voix était je résiste, j'ai la mémoire et je veux continuer. Alors avec ça, j'ai commencé à écrire, d'abord avec une certaine difficulté, jusqu'au moment où j'ai trouvé la voie, enfin, le plus idéal possible. Et à un moment donné, j'ai même écrit pendant le deuil avec une espèce de triomphe. C'était comme si cette voix continuait la vie, comme si cette voix disait non, non, je ne pars pas, je suis ici autant que quelqu'un écrit sur moi. Alors pour moi, ça a commencé à être facile. La beauté que vous évoquez, elle est omniprésente dans les réflexions de Maria, dans ce livre. Elle est aussi omniprésente, j'allais presque dire pour de vrai, c'est-à-dire autour d'elle. Elle arrive à la percevoir. En fait, c'est ça qui est frappant, c'est que Maria, elle n'attend pas que les choses soient grandioses pour voir de la beauté. Elle cherche les petites choses du quotidien, que ce soit dans les souvenirs ou que ce soit aussi des fleurs ou elle parle des pommes, des belles pommes dans la salle à manger qui vont embellir le lieu, et elle va voir cette beauté des simples choses du quotidien. Elle va voir la beauté d'un homme et elle s'accroche à ça pourquoi? Pour encore célébrer la vie, pour tenir le coup. Pour les deux choses. Pour les deux. Pour les deux choses. Par exemple, elle comprend que les jeunes filles ne sont pas capables de mettre la table comme l'on veut, qu'elles ne connaissent pas le sens des parallèles, que la fourchette n'est pas parallèle à la cuillère, que la cuillère n'est pas parallèle au couteau. Et alors, elle est admirée, comment c'est possible qu'elles ne comprennent pas ça, parce qu'elle aime la beauté, mais elle n'est pas capable déjà de corriger, n'est-ce pas? Mais elle a ce type d'ambition pour la beauté qui est primordiale, qui cherche une harmonie, n'est-ce pas? Elle cherche toujours une espèce d'harmonie dans sa vie et autour d'elle, même avec cet amour extravagant qu'elle a pour cet homme qui n'est pas à lui, qui est l'amant de la femme, son amie, mais qui elle prend pour elle comme une espèce de lettre d'amour, le simple billet où il a écrit tout ce que vous voulez savoir. Je peux vous instruire avec mon téléphone portable, avec mon portable, n'est-ce pas? Et même cette idée de la Terre, de connaître la Terre à partir de l'Atlas. Obsession même des lieux, de la géographie. C'est comme si elle cherchait à se situer elle-même sur la Terre. Oui, c'est parce qu'elle n'avait que 4 années d'instruction.
comme d'ailleurs, en général, cette génération qui va avoir 100 ans dans quelques années, les femmes européennes, en général, ont resté avec 4 années. Ces femmes de cette époque sont elles qui ont poussé leurs enfants à faire des études, à avoir une ambition culturelle. Mais elle n'avait que 4 années. Alors, elle a fait une instruction sauvage à elle-même, seule. Et une des situations, c'est qu'elle faisait une espèce de sabatine avec elle-même, en cuisse avec elle-même, pour savoir si quelles étaient les capitales des pays. Alors, elle faisait ce qu'en général on fait à la télé, à ces programmes de... Les jeux avec les questions. Oui, elle faisait à elle-même. Et alors, c'est exactement cette ambition d'être, de savoir. C'est un livre aussi, même jusqu'à la fin, elle se confronte aux limites de son savoir, n'est-ce pas? Et je suis très contente avec la traduction, exactement, parce que Elisabeth a été capable de traduire même les tournures difficiles de ces questionnements, ce combat. Oui. Alors justement, il y a à la fin de plusieurs des paragraphes comme des haïkus, des poèmes, des textes écrits en italique où elle termine par une phrase poétique, un constat poétique. Alors d'abord, je voulais vous demander à vous, Lydia, quelle a été la démarche à travers ces textes? Qu'est-ce que vous voulez raconter de l'état d'esprit de Maria en ajoutant ces poèmes? Et ensuite voir avec vous, Elisabeth, aussi comment vous avez appréhendé ces textes qui devaient quand même être pas simples à traduire de par le fait qu'ils sont très denses et très courts. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la personne qui m'a donné ce personnage, elle ne pouvait plus, elle qui avait toujours fait son journal intime, elle ne pouvait plus supporter un cahier. Et alors, elle ne pouvait supporter qu'une feuille ou deux feuilles. Et après, seulement deux feuilles très petites. Et elle laissait, à la fin, pas déjà des phrases complètes avec une syntaxe lisible, mais des paroles éparpillées, par les petits papiers. Alors, moi, en étudiant mon agenda de cette année dernière, c'était 2019, je me souvenais des conversations et des situations, et aussi j'ai mélangé avec ces petites notes qui sont restées. Alors, elle ne les a pas écrites comme ça, mais j'ai construit de petits poèmes autour des mots qui étaient écrits libres, des mots entiers. Mais sans syntaxe. Alors, je crois que c'est vraiment difficile. Difficile. Je donne juste un petit exemple. Attention au chant du merle. L'oiseau a picoré les fruits rouges. Le soleil jaune a changé de couleur. Donc ça, c'est un des petits textes. Et puis elle a rapporté les petites viornes de l'orée d'un grand lac. Elles ont poussé. Maintenant, elles arrosent de murmures d'eau les journées longues de son absence. Comment vous avez, est-ce que vous êtes trouvé en difficulté face à ces textes, ou peut-être pas du tout, hein, peut-être que c'est moi qui fantasme sur la difficulté du texte court, poétique. Déjà, en fait, ce ne sont pas des haïkus d'un point de vue littéraire, puisqu'il n'y a pas la forme, les 5, 7, 5 syllabes du haïku. Ensuite, en fait, justement, comme ce sont des annotations avec des choses, à la fois très... C'est vrai que ça pourrait s'apparenter, très concrètes et en même temps, c'est ça, poétique, mais avec des éléments extrêmement concrets. En fait, dans
pour ces textes-là, je suis restée extrêmement proche en fait du portugais pour conserver comme une forme brute et donner aussi un autre statut un peu différent de la voix du livre. Pour que justement, on croit que c'est, que Maria Albert donc, a écrit ses notes sur ces petites feuilles, en fait. Voilà. Alors, on parlait de la beauté, de l'importance de la beauté dans le quotidien de Maria. Il y a, et pardonnez-moi, je vais vous paraphraser, parce que évidemment, c'est dit bien plus joliment que ça, mais elle dit à un moment donné que dans le monde extérieur, la nuit consiste à se reposer pour préparer sa journée, alors qu'à l'Hôtel Paradis, c'est l'inverse, les journées servent à préparer, à affronter la nuit. Elle a des dialogues avec la nuit, elle s'adresse à la nuit de telle manière que parfois on se demande si c'est l'allégorie d'un fantôme, l'allégorie de la mort ou de la vie. Elle s'adresse à la nuit quand elle se retrouve seule dans sa chambre et qu'il n'y a plus d'intervention extérieure. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est le moment de la peur? Est-ce que c'est le moment où elle oscille entre le monde des vivants et le monde des morts? Bon, autour de la nuit, on pourrait parler jusqu'à minuit. Parce que c'est vrai que ça, d'une première vue, ce sont les cauchemars dont tous les gens parlent, qui vivent à ce moment dans ces maisons-là, qui m'ont touché beaucoup. L'idée qu'on passe le jour pour préparer la nuit, qui ont fait endormir les personnes à 7 heures de la nuit. Ma mère, elle était très politique. Alors, elle écoutait jusqu'à minuit. Elle suivait les débats politiques. Elle prenait sa position. Et en entrant, les gens, évidemment, doivent obéir à tout un schéma. Elle a eu une télévision. On a cassé la télévision. Alors, tout ça. Alors, ce qui se passe, c'est que la nuit, pour eux, c'est quelque chose qui ne termine jamais. C'est une chose très longue, très longue, très longue, n'est-ce pas? Alors, et l'immobilité du jour prolonge ça, n'est-ce pas? Alors, quand j'écoutais ces femmes et ces hommes qui parlaient de ce qu'ils rêvaient, ils parlaient à haute voix, c'était les uns avec les autres, c'était comme s'ils voulaient parler de leur intimité à travers les rêves. J'ai compris que les rêves étaient quelque chose de très important parmi eux. C'était une autre vie, c'était la vie pendant la nuit. Et j'ai compris, alors j'ai fantasmé, j'ai inventé cette nuit. Ma mère n'a jamais eu ce type elle ne m'a jamais dit la nuit, cette nuit m'est venue, vous me visitez. Elle a raconté les cauchemars, ce débat. Alors, ce que j'ai fait, et je crois que la nuit, c'est un personnage à moi-même. C'est la possibilité, c'est ce que j'ai vu et que je sens, que c'est nous avec nous-mêmes, en nous posant les questions difficiles. Alors, elle, qui aimait faire la confrontation avec ce qu'elle savait ou ce qu'elle oubliait sur la géographie, pour elle, se confronter avec la nuit, c'était parler avec la nuit sur faire une espèce de paroi, on dit posta, pushtar, c'est parier, un pari à Paris. La nuit dit, je t'enlève si tu n'es pas capable de répondre. Alors elle doit dire, je veux répondre pour que tu ne m'emportes pas. Elle doit mériter elle doit mériter être vivante. Elle doit mériter continuer à vivre. Et alors, jusqu'à la fin, c'est toujours ça.
Alors c'est elle avec elle-même, mais c'est elle avec la vie. Et jusqu'à la fin, la nuit lui pose, la nuit qui est un fantôme, qui vient, qui se métamorphose en plusieurs figures. La nuit, à la fin, lui demande la question fondamentale. Qu'est-ce que le au-delà? Parce qu'elle avait eu une formation chrétienne, catholique, pourtant, elle discute l'iconographie et la mythologie religieuse. Elle discute avec les autres sur cela. D'une façon primaire, évidemment, mais elle discute. Et à la fin, quand elle comprend tout ce qui est en train de se passer, la nuit lui pose la question fondamentale. Qu'est-ce que le au-delà? Qu'est-ce que le au-delà? C'est la question fondamentale de sa vie. Et la nuit dit, bon, tu ne vas pas répondre. Et elle répond, elle dit, le au-delà est un livre. Chaque feuille, une personne, chaque personne, je ne suis pas capable de répondre bien, mais c'est très, très, très bien traduit. Et quand la nuit lui dit, bon, alors tu n'as déjà rien sur toi. Tu n'as que tes bijoux et ton sac, donne-moi. Et elle dit, ah, oh là là, tout vous laisse ça, n'est-ce pas? Et elle refuse, elle dit non, non, je me bats jusqu'à la fin. Et c'est là qu'il y a le petit morceau que je trouve que c'est la preuve, la grande preuve de la traductrice. C'est parce qu'en portugais, elle refuse, n'est-ce pas, se donner à la nuit. Et elle dit en portugais une chanson d'enfant qui c'est « Ou morreu o bu já não ressuscita, o diacho é a vaca, se ela morre e não escapa, a vaquinha a trabalhar para o meu jantar. » Et c'est la fin du livre. Et je pensais que la traductrice ne serait jamais capable de traduire ça, n'est-ce pas? Elle va devoir le lire maintenant en français. C'était ou mourir au bout. Le bout. Elisabeth ne va pas être capable de traduire bout. Et elle va me demander, puisqu'elle m'a demandé tellement de choses, elle va demander. Non, elle m'a demandé. Alors, vous avez demandé le bout? Non, 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 non. À moi, non. J'ai attendu et jamais la question est venue. J'ai dit que c'était une chanson d'enfance. C'était une chanson d'enfance. Mais le bout, non. Et alors, ma grande surprise en accueillant le livre traduit, c'est que Elisabeth a découvert le sens de bout, n'est-ce pas? Et alors, c'est bien joli, la dernière partie, et c'est le triomphe. Cette chanson enfantine, c'est le triomphe contre la nuit, n'est-ce pas? On va l'écouter d'ailleurs en français, Elisabeth. Alors, comme vous allez l'entendre, la sonorité va complètement changer. Ce ne sera plus des ou, mais des a. A, le petit âne est mort, le petit âne ne ressuscitera pas. Diablesse de vache, si elle meurt et ne s'en tire pas, c'est au veau de travailler pour mon dîner. Voilà. Et en fait, dans cette... Je vais écrire d'une autre façon. Je lirai d'autre façon. Ah, le petit âne est mort. Le petit âne ne ressuscitera pas. Diablesse de vache a-t-elle... Non. Excusez-moi, j'ai voulu faire une petite scène et je ne suis pas capable. C'est parce que j'ai les lunettes dans la... Je vais chercher les lunettes parce que je veux faire une bonne scène. Non, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce final et à cette victoire sur la mort, en fait, ce qui est très beau aussi dans le livre, c'est qu'en fait, il y a vraiment l'idée que justement le zénith de la vie ou la vieillesse, ce n'est pas justement l'oubli, mais au contraire la mémoire. Et en fait, plus on avance dans le récit, en fait, Maria Albert, elle se souvient de plus en plus de scènes de son enfance, très marquées par les paysages, la ruralité,
Et voilà, c'était ça que je voulais dire. Alors, on a les lunettes, Le petit âne est mort. Le petit âne ne ressuscitera pas. Diablesse de vache, si elle meurt, il ne s'en tire pas. C'est au veau de travailler pour mon dîner. Bon, excusez-moi, c'est seulement pour souligner que c'est très bien de travailler et le dîner. Alors, terminer par comment dire, comme un couplet, comme une rime. Hein. Et d'ailleurs, Elisabeth, elle a gardé toujours qu'elle peut les rimes de ces petites chansons ou des petits poèmes, on peut dire comme ça. Il y en a même un en fait où j'ai changé, j'ai fait une entorse au sens. C'est le poème avec sur le chien. Parce que ça rimait avec Popin, donc pour faire des économies. Et comme en français, c'était pas possible de garder la rime, du coup, j'ai mis qu'en fait, du coup, pour faire des économies, en fait, il n'avait pas de hargne à la place. Voilà. C'est les petites trahisons autorisées des traducteurs. Bah, disons que là, en fait, parfois, on a le choix entre le sens et le respect et la cohérence absolument. Et donc à ce moment-là, en fait, le respect exige d'une certaine manière le changement ou la trahison. Le respect du sens exige cette petite trahison. Alors évidemment, la trahison est triviale. Hein, le mot. Non, mais tout à fait. Oui, alors, puisque vous parliez de l'accumulation de mémoire, je pense à une phrase du livre où elle dit à un moment donné, à force de croiser des gens à l'hôtel Paradis, elle dit « J'en arrive à penser que la vie est faite de la superposition des vies que je croise et que ma personne n'est que la somme d'elles toutes. » C'est-à-dire, pour aller dans le sens de ce que vous disiez, Elisabeth, non seulement la mémoire semble augmenter au fur et à mesure qu'elle avance dans le temps, mais en plus, on a le sentiment qu'elle est elle-même, en tant que personne, amplifiée, que c'est un peu ça, finalement, qui résume aussi, au bon sens du terme, une vie, l'accumulation de rencontres qui fait qu'on devient soi-même la somme de toutes ces rencontres. Et elle a cette conscience très forte, c'est-à-dire que chaque personne qu'elle croise, chaque personne avec laquelle elle est en interaction à l'hôtel Paradis, n'est pas une intrusion, mais quelque chose qui vient la compléter en tant qu'individu. Elle a cette conscience très forte, non ? Oui, d'ailleurs, ça, c'est peut-être une partie fondamentale du livre et du personnage, parce qu'elle est une lectrice. Elle n'est pas seulement quelqu'un qui prend les notes, elle est une lectrice. Et quand elle ne peut pas lire, il y a un jeune homme qui va lire. Et elle écoute, et elle discute aussi sur ce qu'elle écoute lire. Et d'ailleurs, je crois que c'est le chapitre 5, où le jeune qui vient lire à haute voix pour elle, le jeune, elle regarde, elle est quelqu'un qui a le sens de la forme. Et elle dit qu'il est laide. Au début, c'est un jeune garçon, un jeune homme très laide. Ouais. Et après, il commence à lire. Et ses traits commencent à embellir. Et à la fin, elle dit quel beau jeune homme, n'est-ce pas? Alors, elle voit l'âme. Après, elle voit l'âme sur le visage, n'est-ce pas? Alors, elle vit les autres personnages. Elle vive les personnages. Alors, pour elle, quand elle dit qu'elle n'est pas elle seule, elle est elle-même avec les autres, n'est-ce pas? Alors, pour moi, ça, c'est un des sens fondamentaux de ce livre. C'est une partie de dont je vous parlais que pour moi à un moment c'était comme si c'était un triomphe. Le mot est un peu extravagant dans cette situation, mais c'est vrai que l'art, la littérature fait ça.
L'art, on parle toujours de l'oxymore qui est la littérature. C'est quelque chose qui est au contraire de ce qu'on est en train de parler. Parce que parfois on dit, bon, mais ce livre, c'est un livre sur les gens qui sont âgés, etc. Les jeunes n'aiment pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. J'ai pour ce livre des lecteurs jeunes. Et je crois que c'est ça, c'est l'idée que le personnage féminin, elle n'est jamais elle seule. Et elle et les autres, et elle et les jeunes. Alors, il y a toujours cette affaire avec tout le monde, n'est-ce pas? Même quand les voisins vont la visiter et lui disent, c'est le jour de Pâques, et lui disent... on va venir, vous êtes encore là? Et elle dit, je suis encore là, mon Dieu. Elle feint qu'elle n'écoute pas et elle commence à parler du changement du monde. Elle parle de la révolution écologiste. Elle dit, bon, je sais que maintenant, il y a des porcs pins, des sangliers qui vont boire chez les piscines, que tu es en train de... Et elle est contente parce que les personnes disent, c'est comme si vous soyez là au dehors. Et elle reste très fière parce qu'elle montre qu'elle sait comment est le monde. Alors c'est cette curiosité, ce défi que fait d'elle une personnage jeune et qui d'ailleurs on trouve chez les jeunes, les personnes de tout âge. Il y a des jeunes qui sont des vieillards, qui ne s'intéressent jamais à rien, qui ont un monde fermé, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, n'est-ce pas, et qui n'ont pas la curiosité, avec lesquels on n'a pas le plaisir de parler, parce qu'ils ne sont pas capables de tutoyer, d'échanger les idées, d'apporter quelque chose de nouveau. Tandis que cela arrive à tous les âges, il y a toujours les gens qui s'intéressent, qui ont quelque chose à ajouter, qui se demandent sur ce que va arriver après. Si vous me permettez, je peux vous dire encore que à la fin, cette femme qui à un moment donné a voulu mourir quand elle a subi beaucoup de problèmes et qui après par un miracle du corps, elle continue à vivre. À un moment donné, elle veut continuer à vivre pour comprendre ce que c'est la pandémie. Qu'est-ce que c'est ça? Comment va ça arriver? Pourquoi existe ça? Quel est ce type de maladie? Cela sera la fin du monde? Où est-ce que ça a commencé? Pourquoi Boris Johnson, d'ailleurs, Boris Johnson qui avait dit qui a défendu au début que toutes les personnes, qu'il y aurait un progrès naturel de la maladie, elle et les autres, quand elles savent qu'il est infecté, elles dansent. Elles dansent et elles disent, oh, il voulait que les gens âgés partent. Voilà, c'est lui qui va partir. Alors, elles sont complètement contentes. Alors, elles sont complètement, liées à la vie. Au destin du monde. Oui. Alors il y a aussi beaucoup d'humour parce qu'on parle de la poésie, on parle de l'intelligence, du rêve, de la tendresse, mais il y a aussi beaucoup d'humour dans ce livre parce que à travers un regard aussi clair, sans concession aussi, tout en étant dans le constat, sans concession, pas dans le jugement. Maria peut être très drôle, hein, et je pense notamment à la scène avec le photographe qui vient les photographier à l'hôtel du Paradis. Ça donne quand même une situation assez cocasse puisqu'elle dit « Sur les photos de décembre, il avait augmenté nos rides, augmenté notre solitude, nos taches de rousseur, les taches brunes sur nos mains, nos boutons rouges et nos cheveux blancs. Je parle surtout des femmes. Au lieu de nous avoir photographiés au repos assises, il nous avait capturés dans son appareil pendant que nous ouvrions la bouche pour rire, parler ou pendant que nous tendions les lèvres vers un verre d'eau. Il nous avait mises tordues, bigleuses, baveuses. Il y avait des camarades chez qui je n'avais pas remarqué de problème dentaire et à travers ces photos, il était visible qu'il manquait des incisives et des canines dans beaucoup de bouches.
Ce qui, au naturel, était dissimulé par la petite taille du visage, avait été augmenté et révélé par un objectif grossissant. Alors évidemment, ça continue comme ça, et puis elle va se plaindre en disant qu'elle veut pas de ses photos. Mais vous parliez tout à l'heure de la nécessité de s'apprêter, les bijoux dont vous parliez. Il y a cette sensation aussi que l'apparence, c'est une dignité qu'on ne veut pas se laisser voler par les délires artistiques d'un photographe, puisqu'évidemment la réponse du photographe va être que c'est des photos d'art et qu'elle ne veut pas de cet art qui leur vole en réalité leur dignité. C'est bien ça? Bon, c'est vrai. Et après son exemple, les autres suivent et refusent. Révolution. Tout le monde sait déjà, tout le monde sait que les photographes perdent, comment dire, le point de vue de la personne quand on est âgé. C'est vrai que c'est horrible de voir les photos qu'on fait de ces endroits-là, parce qu'on ne cherche pas le bon angle pour quand une personne est déjà âgée. On ne cherche pas le bon angle, tandis que quand on est jeune, on casse, on embellit. Les photographes embellissent les photographies. Quand on n'est plus jeune, on ne respecte pas. On ne veut pas qu'on transfigure, mais qu'on choisisse l'angle qui est le plus propre pour la personne. Et en général, on ne fait pas ça. J'ai vu maintes fois ça. Et il y a des personnes qui refusent des personnes âgées qui refusent d'être photographiées à cause de ça, parce qu'ils savent que le visage et le corps ne sera pas respecté, n'est-ce pas? Alors pour moi, ça a été un chapitre très important. La première fois, et j'étais encore très jeune, qu'on m'a parlé de ça, ça a été Sophie de Melbreiner, qui m'a dit, à un moment donné, Lydia, prépare-toi, parce qu'à un moment donné, les photographes vont te choisir la partie la pire de ta. Et c'est vrai. Je vois que, par exemple, ce que Don Alberti dit que on photographe les, je sais pas comment dire, les poros, les pores de la peau. Les pores. Oui, les augmentants avec les poils dedans. Alors, c'est vrai. Hein? C'est vrai. D'ailleurs, ce manque de respect pour les plus âgés est terrible. Il est partout, n'est-ce pas? J'ai vu un reportage à la télé incroyable. C'était que ça ne s'est pas passé dans cette maison où ma mère était. C'était quelque chose au nord du Portugal. Alors les jeunes filles, pour amuser les personnes, me demandaient qu'elles riaient devant la caméra. Riait sans volonté, sans désir, sans rien pour faire rire. Alors les personnes riaient avec la bouche et les yeux étaient morts, ne se mouvementaient pas. C'était à pleurer de voir ça. Que les gens ne comprennent pas, n'accompagnent pas la dignité qui crée des jeux qui ne sont pas dignes des personnes, n'est-ce pas? Il faut d'abord respecter la volonté de rire ou non. Ce n'est pas en riant qu'on commence à rire. C'est exactement au contraire, n'est-ce pas? C'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est à l'intimité, n'est-ce pas? Alors, c'est pas. J'ai beaucoup aimé de les écrire, pas par vengeance. Pour la révolte, la révolte. Oui, parce que ça, j'ai éprouvé. J'ai vu beaucoup de personnes. Le photographe vient. Non, je ne veux pas. Il ne va pas me respecter. Il ne va pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas me confronter avec ces images qu'ils font. Je préfère les images que ma fille ou que mes enfants, que mes petits-enfants font de moi. Leur regard. Parce que le regard, parce que les enfants, la famille
attend le moment exact, n'est-ce pas? Offre des fleurs et après prend la photo au moment exact, n'est-ce pas? C'est naturel. Alors, on a quand même, et c'est très important dans le livre, on n'a pas parlé de la relation de la mère avec sa fille. Et il faut, me semble-t-il, qu'on en parle parce que j'ai été interpellée par certains passages, alors par pure curiosité, quand la mère va discuter avec sa fille jusqu'à la confrontation, et ça va être un petit peu musclé, hein, parce qu'elle juge son travail d'écrivain. Sa fille est écrivain, et donc elle va lui dire « Moi, je vais t'expliquer pourquoi tes livres ne marchent pas, c'est parce que ça se termine mal, c'est parce qu'en gros, elle lui reproche, et corrigez-moi si j'ai une bêtise, de ne pas aller chercher la grandeur des personnages, mais au contraire d'aller vers des choses qui ne sont pas suffisamment dignes, puisqu'on en parlait à l'instant. Elle va lui reprocher son intérêt pour les choses du quotidien qui lui paraissent ne pas mériter un livre, finalement. Quand vous écrivez ces passages d'échange entre la mère et la fille qui est écrivain, est-ce que c'est une manière de vous parler aussi à vous-même en tant qu'écrivain, de vous interroger vous-même sur votre propre travail? Est-ce que il y a un autre passage où elle lui parle de la manière dont travaillaient les écrivains, Dostoïevski, Balzac, en lui disant la manière dont ils se dédiaient à leur travail, et puis elle lui dit mais toi tu voyages, tu parles au téléphone, comment veux-tu travailler dans ces conditions? Est-ce que ces passages-là sont des réflexions qui viennent de Lydia Georges, l'écrivain qui s'interroge sur son métier d'écrivain? Non, bien sûr que je n'ai pas besoin de ça. J'ai d'autres, ça veut dire, pourquoi j'ai écrit ça? Simplement pour parler, pour montrer son caractère, pour montrer un caractère. Quelqu'un qui est peu cultivé, qui a de la lecture une idée primordiale. C'est la lecture pour passer le temps, pour inventer des personnages. Ce goût primaire, n'est-ce pas? C'est le premier degré où la littérature est accomplie. C'est se réjouir de ces personnages, ces images, de tout ça, n'est-ce pas? Sans réflexion. Pourquoi ou non? Alors, ces réflexions sont, elles, en essayant de donner des conseils, mais sont maladroits, évidemment. Sont maladroits parce qu'elle n'a pas, pour elle, l'écriture. Une chose, ce sont les livres qu'elle lit. L'autre, c'est le métier de sa fille. Pour elle, le métier de sa fille l'aboutirait au triomphe, n'est-ce pas? Elle voulait que sa fille fût célèbre. C'est normal, une mère, n'est-ce pas? Mais évidemment, pour la fille, c'est une autre chose. C'est une enquête intime, intérieure. C'est un parcours personnel, n'est-ce pas? Alors, c'est une autre chose différente. Alors, c'est là qu'il se heurte, elle. Pourtant, tout cela est enfin difficile entre les deux parce qu'elles ne se comprennent pas, c'est impossible, n'est-ce pas? Pourtant, quand les autres personnes amoindrissent la fille, elle se jette sous elle, n'est-ce pas? Il y a une scène, la scène où les femmes religieuses se révoltent contre elle parce que vous vous souvenez de ça. Parce qu'elle compare la Bible au livre de sa fille. Non, c'est parce que les religieuses, à un moment, sont fâchées avec elle parce qu'elles discutent sur le sens de Job, n'est-ce pas? Elles discutent le sens du livre de Job. Elle ne comprend pas ce qui se passe au livre de Job. Et les religieuses, les veuves religieuses se fâchent avec elle. Et après, commence à dire, vous ne croyez pas aux vraies paroles. Le livre saint, les livres de votre fille sont des mensonges. Elles sont dictées par l'ambition, par la vanité, etc., etc. Tandis que le livre sacré, il est dicté par Dieu. Et elle dit, non, le livre de ma fille, que ma fille écrit, est aussi dicté par Dieu. Dieu lui souffle les paroles. Alors, parce qu'elle ne veut pas enfin, elle veut protéger.
Oui, protéger sa fille. Protéger sa fille. Alors, ça, il y a des niveaux de discussion, n'est-ce pas? Et moi-même, je m'en mêle là-dedans. Pas pour moi. Alors, je peux même faire, parce que, par exemple, elle dit beaucoup de fois, elle est fragile. Même la confrontation, parfois, c'est pour voir si la fille est forte ou non, n'est-ce pas? Même elle voit quand elle se fâche vraiment, et la fille s'en va, et elle commence à compter les jours où elle est absente. D'une part, les jours, c'est bon, elle aimerait que la fille rentre rapidement, mais en même temps, elle est contente. Un jour de pluie et l'autre, elle est forte, elle est capable de résister à moi. Alors, c'est bon qu'elle résiste beaucoup à notre amour, parce que ça veut dire qu'elle a le caractère. Alors, elle est toujours en train de faire ce qu'en général font les pères, les parents et les enfants. C'est, comment dire, les parents aiment leurs enfants et veulent le meilleur mais en même temps pose la compétition pour les aider à surmonter, à dépasser les questions. Alors, c'est ça, simplement. Alors, excusez-moi, j'ai été un peu féroce quand je vous ai dit non. Oh non, pas du mais tout. c'est vrai, ça n'est pas ma question. Je n'ai pas la question de... Il n'y a pas d'interrogation d'écrivain dans ce livre. C'est vraiment au contraire. Vous utilisez ce métier parce que c'est le vôtre. Et à travers ça, vous permettez à la mère de montrer la manière dont elle va pousser sa fille à se surpasser, à se dépasser. Il y a seulement un trait qui correspond à ma propre vision de ce que je fais. C'est que quand elle pose la question, qu'est-ce qu'un écrivain? Elle dit, un homme écrivain est un homme célèbre qui a beaucoup de photos partout, qui a des livres partout, qui gagne beaucoup et dont la maison reste pour être un musée. Et il y a une femme écrivaine et la fille dit non, la femme écrivaine, ce qu'elle fait, c'est elle est quelqu'un qui veut faire amour avec l'univers. Et pour elle, c'est une bêtise complète, n'est-ce pas? Et ça correspond à mon idée. L'autre question, c'est par exemple parler sur parce que ça augmente ou ça vient après la question de être un chien sous la maison de l'histoire, n'est-ce pas? Ça d'ailleurs c'est la confrontation fondamentale. Elle ne comprend pas que sa fille dise que elle se sent un chien sous la table de Liu Chien, n'est-ce pas? Et ça correspond. Ces deux choses correspondent mais c'est surtout pour montrer le caractère du personnage, pas mes interrogations personnelles. L'heure passe vite en votre compagnie, Lydia, et j'aimerais voir s'il y a quelques questions dans la salle, si quelqu'un a envie de vous poser une question. Il ne faut pas hésiter, on peut faire passer le micro. Madame Georges, en plus d'être un roman sur la mémoire, je pense que ce livre est aussi une tentative de rattacher la voix de sa mère à son corps, à une époque où nous ne pouvions pas nous toucher nous-mêmes. Ça, c'est comme ça? C'est difficile de vous répondre, hein, parce que vous touchez à quelque chose de, comment dire, quelque chose... un peu philosophique. Non, ce n'est pas. On pose ces questions, n'est-ce pas? Mais c'est, comment dire, quel est le rôle du corps? Quel est le rôle du corps, n'est-ce pas? Le corps est-il une prison d'où on sort quand le corps s'en va? Ou le corps emprisonne pour toujours l'autre partie que l'on imagine, n'est-ce pas? Alors, ce que l'on sait, on pourrait discuter là-dessus. Mais vraiment, ce que je pense, ce que je suis sûre, c'est qu'il y a des formules de continuer, surtout l'âme. Okay. L'âme, la voix, l'âme des autres. D'ailleurs, les Mexicains ont
tout ce culte autour des morts. Et ils disent que les morts vivent tandis que nous avons le souvenir d'eux, n'est-ce pas? Et ça, c'est le premier degré. Après tout, chacun a son rapport avec cette situation. J'ai l'idée encore, parce que je suis, j'ai écrit ce livre en deuil. Et à ce moment, le corps, pour moi, n'est plus important. Ça veut dire que il y a une autre chose pour moi. Mais ça, ce sont des sentiments très difficiles d'expliquer et on ne sait pas, je ne sais pas même, voilà, n'est-ce pas? Ça a été ma lecture, parce que la présence du corps dans la littérature, ça m'intéresse beaucoup. Donc, voilà, j'ai vu la mémoire, mais j'ai vu le corps aussi. Vous savez, les épopées d'Homero nous apprennent beaucoup. Il y a l'Iliade qui termine comment? Qui termine par les funérailles d'Hector. Vous vous souvenez? D'où vient ça? C'est Hector qui a tué, maintenant je me souviens le nom du Patrocle. Patrocle. Et après, Achille tue Hector. Alors, et ça veut dire, on va continuer comme ça. Nous vengeons. C'est vrai que la fin, c'est la mort du corps, les funérailles. Est-ce que Hector est mort? La littérature, c'est une des formules de continuer à vivre. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres formules. Il y a d'autres. Nous qui aimons la littérature et qui nous parions sur l'écriture, alors nous croyons que pour nous, la littérature fait vivre même le corps, n'est-ce pas? Mais un corps. Alors, mais ça n'est pas universel. Pour nous, la littérature fait ça. Peut même continuer. On voit de Donna Alberti, on voit ses yeux bleus, on voit les mains qui tremblent, on voit la main qui ne pousse pas, on voit ce beau homme qui trouble tout le monde quand il entre dans la maison et tout le monde est amoureux de lui. On le voit jusqu'à qu'il y a un lecteur de ce livre. Quand est-ce qu'il y aura le dernier lecteur de ce livre? Peut-être dans 3 ou 4 années, dans un siècle, on ne sait pas. Tandis qu'on lit, son corps continue. Ça, c'est une formule pour nous humains que nous avons, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres formes et je suis très humble devant ce thème. Je ne sais pas si... voilà. Merci beaucoup. Non, oui. Alors, moi, c'est pas une question, c'est un remerciement que je voulais faire à Lydia Georges, parce qu'en fait, dans ce livre encore, elle bouscule un petit peu les choses qu'on nous donne toutes faites. Par exemple, la formule qui dit « Ah non, mais lui, il changera jamais ». Vous savez, on vous dit souvent ça. Cette personne-là, elle changera pas. Elle est comme ça, elle changera pas. Et là, on a ce personnage, cette héroïne, qui en fait va même changer vis-à-vis de sa fille. C'est-à-dire que sa fille va la faire changer d'idée. Quand ils ont ce conflit sur la littérature, etc., et ben en fait, finalement, on s'aperçoit qu'elle est dure, la mère, et que petit à petit, elle se laisse gagner par les idées de sa fille. Et en fait, c'est une personne qui change. C'est une personne d'un certain âge, qui a eu une vie derrière elle, et qui va continuer à changer tout au long de sa vie. Et moi, je voulais dire merci à Lydia Georges pour des idées comme ça, qu'elle fait circuler dans ses écrits. Et c'est plein d'espoir. On se dit que oui, on peut continuer à changer tout au long. Le monde change. Et voilà, donc je voulais la remercier parce qu'une fois encore, quand je la lis, je trouve plein de choses. Vous savez, un livre, on trouve un peu de soi dans chaque livre. Avec Lydia Georges, c'est un peu ça tout le temps.
Voilà, donc je la remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais le changement, ça est le frère jumeau de la curiosité. Si on a de la curiosité, c'est parce qu'on est ouvert à la nouveauté. Si on est ouvert à la nouveauté, ça veut dire qu'on va toujours changeant, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça. Merci de votre lecture. Il y a une autre question? Merci. Je voulais vous remercier pour l'intervention. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et du coup, j'avais une question plus vis-à-vis de la traduction. Est-ce que vous aviez des attentes précises par rapport à la traduction et aussi des peurs vis-à-vis de cette traduction? Peur de la traduction? Oui. Oui, 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 oui. Oui, il y a tellement d'histoires autour de traductions, n'est-ce pas? Parce qu'un livre, c'est comme un athlète qui doit passer plusieurs stafettes, on dit, plusieurs étapes, n'est-ce pas? Et la première étape, quand un livre est traduit, c'est la traduction. Une bonne traduction peut faire un bon chemin, et une mauvaise traduction peut tuer. J'ai eu de très bonnes traductrices. La traductrice première, Geneviève Lebriche, a été merveilleuse. Et après, Hélène Pivnik aussi. Alors, j'ai eu de très bonnes... et alors, on m'a dit, bon, maintenant, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille. Alors, c'est une jeune fille, voilà. Une jeune fille, alors... on m'a donné tous les crédits de cette jeune fille, n'est-ce pas? On m'a dit, elle avait déjà traversé toutes les étapes, alors les grandes étapes, alors c'est bien. Mais quand même, n'est-ce pas? Quand même, n'est-ce pas? Alors, tout ce que je peux dire, c'est que j'avais peur, mais il y a un moment où l'on comprend qu'on est devant un grand traducteur. Et parfois, je sens que le traducteur est le lecteur le plus attentif, notre combattant en même temps, celui qui est capable de trouver toute notre petite incohérence, les dates qui ne sont pas. Un traducteur comprend tout complètement, n'est-ce pas? Alors c'est quelqu'un de très respectueux, n'est-ce pas? Mais au fur et à mesure qu'un traducteur nous pose les questions, on comprend immédiatement si on est devant un traducteur compétent ou même un traducteur génial. Et alors, ça est très bon de comprendre au fur et à mesure qu'on est en train de discuter à travers la correspondance. L'important, c'est ça, c'est de poser la question, revenir sur la question, de vouloir, par exemple, il y a une chose qu'Elisabeth n'a pas dit et que vous me permettez de dire, qu'elle a lu quelques livres sur sur le même thème avant de faire la traduction. Il serait bon qu'elle parle de ça, parce que je vais vous dire une chose et après je passe le micro. J'ai écrit ce livre comme s'il n'y avait pas de livre au monde. J'ai écrit ce livre dans une situation très spécifique. Alors, j'ai oublié les livres, sauf les deux contes dont j'ai profité ces chapitres. Et je voudrais avoir une épigraphe pour ce livre, mais j'étais incapable de choisir. Et pendant une présentation de ce livre à Coimbra, un scientiste qui l'a présenté a commencé par le poème de Dylan Thomas, « N'entrez pas sereinement dans cette nuit tranquille ». Ce merveilleux poème de Dylan Thomas. Et moi, j'ai dit, voilà, que moi, je devrais avoir ce livre comme épigraphe, n'est-ce pas? Parce que le sens du poème de Dylan Thomas, c'est exactement «
père ne te laisse pas aller à la mort comme ça. Alors révolte-toi. Il dit même rage 3 ou 5 ou 6 fois, n'est-ce pas? Il veut la révolte de son père. Il ne veut pas que son père se donne à la mort, simplement, n'est-ce pas? Et alors, pourquoi, moi, je ne me suis pas souvenu de ce poème? Et alors, voilà que quelqu'un a fait un chemin différent. Je crois qu'Elisabeth pourra vous dire quels sont les textes qu'elle a lus avant de traduire ce livre, ce que signifie une carte d'identité d'un traducteur, d'une traductrice. Donc, en fait, donc, quand j'ai appris que donc, on allait me confier donc, la traduction de Miséricorde, donc j'étais j'étais extrêmement donc, impressionnée aussi par le sujet. Et donc, j'ai d'abord en fait lu un classique, le livre de Simone de Beauvoir qui s'appelle De la vieillesse, qui est un livre vraiment incroyable, qui est toujours aussi actuel, malheureusement d'ailleurs, de par la portée politique et sociale, ce qu'elle dénonce dans ce livre déjà, donc en 1947, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a eu ce premier livre-là. Et ensuite, il y a eu, j'aime beaucoup l'écrivaine Annie Ernaux. Et donc, j'ai lu son journal où elle accompagne sa mère en EHPAD. Je crois que c'est « Je ne suis pas sortie de ma nuit ». Voilà, donc ça, c'était un des textes que j'ai lus. Et ensuite, je reviens à Simone de Beauvoir. C'est parce qu'il y a quelques années, Laure Adler a écrit un livre qui s'appelle « La voyageuse de nuit », qui s'appuie, qui est un peu un prolongement aussi du travail de Simone de Beauvoir. Et qui est un très beau livre sur justement la vieillesse et l'avancée dans la vie, mais qui est la vie justement, et qui me semblait, et qui a un écho assez fort avec ce livre. Et ensuite, Lydia m'a parlé du journal de deuil de Barthes, que je n'avais jamais lu, et je l'ai lu également. Et puis ensuite, comme j'avais un peu cette forme de substrat, j'ai surtout mis ça évidemment complètement de côté, et je me suis laissée complètement porter. En fait, je reviens à ce que je disais au début, pour créer cette voix de Donna Alberti. À travers, en fait, j'ai cheminé en même temps que je découvrais le livre pour construire sa voix et entrer en elle pas à pas. En prenant des indices qui sont dès le début, parce qu'en fait au début on nous dit que c'est une transcription, donc il y a une dimension très orale, donc on sait qu'on va entendre une voix. En même temps il y a des passages qui sont extrêmement écrits et très littéraires, donc là on n'est plus dans la réalité, il y a quelque chose de l'ordre de la voix intérieure, et effectivement après il y a toute la dimension du caractère de Donna Alberti, dont on apprend des bribes tout au long du livre. Et en fait, certains chapitres pourraient presque être comme des scènes de vie quotidienne qu'on pourrait presque traduire indépendamment. Bon, ce n'est évidemment pas le cas. Et ce qui lie pour moi tout le livre, c'est ce combat avec la nuit et l'avancée et ces pensées, on va dire, plus existentielles ou plus intimes. Et du coup, peut-être que je sais pas si peut-être je me trompe, mais en tout cas, je me suis aperçue en traduisant que la voix finalement, que cette voix, c'était peut-être la voix intérieure du lecteur, puisque c'est un livre sur la littérature. Et donc, je me disais, j'espère que chaque lecteur ou lectrice pourra en fait, presque, je sais pas, retrouver sa voix, si je puis dire, dans le personnage de Donna Alberti. Et comme si c'est son propre rythme de lecture. Voilà. Merci. Bon, merci de me donner la parole, parce que vraiment beaucoup de choses ont déjà été dites. Je n'aurais pas grand-chose à ajouter, mais je voulais quand même parler du titre. Parce que miséricordia, bon, comme tout le monde sait, c'est un mot qui a beaucoup de sens, et surtout la compassion. Mais pour moi, et je pense que pour tous les Portugais, on va l'associer aussi aux maisons de retraite da Santa Casa.
Et Hôtel Paraíso, pour moi, c'est une maison de retraite de Santa Casa da Misericórdia. Est-ce que j'ai raison ou je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Voilà. Non. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère était dans une Santa Casa de Misericordia. C'est une chaîne de résidences qui provient du XVIe siècle, de Rainha Dona Leonor qui a créé les Misericordias. Et en arrivant, ma mère a voulu elle-même y aller. Elle a dit adieu aux choses. Elle dit, moi, c'est maintenant, j'y vais. Mais là, elle a commencé à me demander, dès le début, que je devais écrire un livre avec ce titre. Et je ne faisais pas, comment dire, pour moi, c'était quelque chose sans importance. Je croyais qu'elle me demandait d'écrire un livre pour dénoncer ce qui se passait à la Casa de Misericordia, pour se plaindre des choses qui arrivaient, de petites choses. Elle aimait beaucoup y être, mais elle accusait des personnes, les jeunes filles qui retiraient la sonnette et qu'elles ne pouvaient pas, enfin, de petites choses. Et j'imaginais toujours pendant ces 3 ans où elle me demandait d'écrire un livre avec ce titre, que c'était quelque chose accroché au titre de la maison, n'est-ce pas? Voilà. Pourtant, le 8 mars 2020, elle m'a demandé d'une façon solennelle. Et pourquoi? Parce qu'il y avait déjà dans l'air que quelque chose pourrait arriver à ces maisons-là. Au nord d'Italie, c'était le fléau. À Madrid aussi, on avait commencé à fermer les résidences pour les âgés. Alors, elle avait ça dans la tête. Et aussi, il y avait un autre problème. C'est que au Portugal, la première infection est arrivée parmi un festival d'écrivains à Povo de Varzim, où était Luís Sepúlveda. Oui. Luís Sepúlveda était le premier. Oui, et ça, comment dire, a créé un problème. Pour ma mère, j'étais à l'étranger à ce moment-là, et alors je n'étais pas à Povo de Varzim. Mais pour elle, elle pensait que je lui mentais. Elle pensait que j'avais été à Povo de Varzim au moment où tous les écrivains étaient apeurés à cause de ça, et elle pensait que je pourrais être infectée. Alors, ça a été un moment très complexe de la rencontre. Je venais de l'étranger, je voulais la voir parce que c'était le 8 mars, et la conversation est très, très dramatique. Elle me disait, peut-être tu es infecté, tu ne me dis pas, etc. Et en même temps, elle me disait, tu dois écrire un livre dont le titre soit Misericordia. Et finalement, je lui ai demandé, qu'est-ce que maman, tu veux avec ce titre? Et elle m'a dit une chose différente. Elle m'a dit, c'est un livre pour parler de la pitié, de la compassion qu'on doit avoir avec envers les personnes quand elles ne peuvent plus être maîtres d'elles-mêmes. Alors, j'ai accepté ça, mais quand même, je n'irai jamais écrire un livre sur ça. Les écrivains aujourd'hui n'écrivent pas sur cette bonté, sur ce type de climat. On n'écrit pas des livres pédagogiques. Alors, je pensais que je n'irais jamais écrire ce livre. Pourtant, c'était la dernière fois que je la voyais. Alors, j'ai gardé ça, après 40 jours, comme j'ai dit au début, comme une commande spéciale. Oui, et alors, je ne savais pas que faire avec ce titre.
ce titre qui me semblait quelque chose sur lequel il serait impossible de travailler, n'est-ce pas? C'est seulement en gagnant ces derniers objets que j'ai compris que je devrais écrire le livre et comment l'écrire. Alors, Misericordia a ce sens. Il y a un chapitre qui s'appelle Misericordia. Et c'est un chapitre fondamental. En général, les lecteurs passent et même oublient le titre. Mais c'est ce combat entre la mort et la vie, c'est le moment fondamental. C'est miséricordia de nous envers nous-mêmes. Voilà. De ce miséricordia comme le moment où l'on se voit en tant que personne complète. Celui, d'ailleurs, maintenant je ne peux pas me lire la partie finale, mais où elle comprend et elle a pitié d'elle-même et compassion d'elle-même parce qu'elle comprend que son corps qui aime vivre est plus fort que son désir mental de mourir. Et c'est le noyau fondamental de ce livre en tant qu'écrivain, en tant qu'autrice de ce livre. Ce passage pour moi, c'est la plus importante. C'est le noyau du livre. C'est la porte giratoire du livre, c'est ça. Où est le sens de Misericordia. Alors, et donc, pour l'écrire, vous avez trouvé une façon, c'était cet enregistrement audio, parce que comme ça, il y a un narrateur qui est le personnage principal, qui est autobiographique, oui. Plus le narrateur qui est le transcripteur. Oui, évidemment. Voilà. Et qui a changé des choses. Voilà, et comme ça, vous avez pu arriver à l'écrire. Et je voulais aussi vous remercier et vraiment vous dire que j'ai trouvé que l'analyse, la façon d'écrire la vie dans ces maisons de retraite est très juste, très humaine, quand vraiment ça correspond à une réalité. Ces personnes, ils ont des moments vraiment de joie et d'entraide, mais il y a aussi l'autre côté, leur frustration, parce qu'ils ne peuvent plus suffire à eux-mêmes, le manque de personnel, et donc ils appellent, il n'y a personne des fois, leur peur de la mort, oui, les nuits qui sont très longues, aussi les visages qui changent très vite. Bon, et j'en passe. Et je peux vous dire ça parce que mon père, il a 100 ans, il est dans une maison de Santa Casa. Et ce que votre mère vous raconte, ce que vous décrivez, il me le décrit. Il ne m'a pas demandé d'écrire, je n'ai pas le talent, mais il écrit lui-même. Et depuis qu'il y est, il a déjà écrit plus de 100 poèmes racontant la vie et un poème sur chaque personne qui s'est occupée de lui. Oui, bon, avec le nom et tout ça. Oui. Voilà. Alors, voilà. Est-ce que je peux dire encore une chose aussi? Oui, et tout le monde a lu le livre Est-ce que cela est un homme de Primo Levi? Je ne sais pas comment est traduit un peu en français. Si c'est un homme, n'est-ce pas? C'est un livre sur un sujet horrible, n'est-ce pas? Pourtant, en arrivant à la fin, on se sent sauvé de quelque chose, n'est-ce pas? Ça, c'est le miracle de la littérature et de l'art. C'est que même sur les choses, terribles, on peut créer quelque chose. D'où vient, ce n'est pas de la bonté, ce n'est pas ça. C'est si on arrive à la beauté. Si on arrive à la beauté. Si on arrive à la beauté, il n'y a pas de thème, de thème laide, de thème lourd, si on arrive à la beauté. Alors, quand on voit Guernica, c'est sur un désastre horrible, hein? Pourtant, on est ébloui devant, on est complètement émerveillé devant ça, n'est-ce pas? C'est la forme, c'est la formule esthétique qui sauve le sujet et qui attire sur le sujet en ajoutant quelque chose au sujet, n'est-ce pas? Ou de Westland,
de T.S. Eliot. C'est sur le désastre. Pourtant, le poème est tellement beau que on dépasse ce désastre. Ce désastre, c'est comme écrit par T.S. Eliot, c'est quelque chose qui nous, un avertissement pour le futur, un avertissement avec joie. De l'horreur imaginée sort la joie. Alors, c'est ça ce que votre père fait. C'est devant la vie qui passe, on accueille quelque chose et on essaie d'ajouter la beauté. Ça, alors, je crois que j'ai parlé beaucoup, mais donc, je dis... Il s'intéresse toujours aux nouvelles, il écrit sur chaque personne, et puis il proteste quand il n'est pas content. Oui. Merci. Non, écoutez, moi, je voulais juste dire d'abord un immense merci à Lydia Georges pour son immense générosité, parce que non content de nous avoir offert un livre magnifique, vous en parlez merveilleusement bien. Un immense merci à Elisabeth pour cette traduction. Et alors, moi, je ne lis pas le portugais, mais je suis capable de comprendre quand un livre est bien écrit et il est magnifiquement traduit. Un grand merci pour cet échange et merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous propose de retrouver Lydia pour une dédicace de son livre. Et voilà, je vous la livre.